Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Quand vous avez Steve Ballmer qui demande à vous parler personnellement et qui vous appelle et que vous devez lui dire non, je peux vous dire qu'on prend un grand vol de respiration pour bien affirmer de façon extrêmement forte sa conviction. Bonjour, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Avec vous, je partage mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Dirigeants d'entreprise, experts ou entrepreneurs, ils interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ensemble, nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Il y a des noms qui font rêver, qui imposent le respect, voire la fascination. Microsoft, Bill Gates, Steve Ballmer en font certainement partie. Le sommet de l'industrie mondiale, la puissance technologique et financière, l'innovation. Et puis, il y a des trajectoires qui prennent tout le monde à contre-pied. Un cadre dirigeant, après 17 ans de bons et loyaux services, décide un jour de dire stop, de quitter. Pas par épuisement, ni par échec, mais par choix. Une décision à rebours du système, à rebours de ce que l'on attend souvent d'un leader, d'une carrière réussie. Une décision qui marque un tournant, celui où l'on cesse de courir après les signes extérieurs de réussite, pour enfin aller vers soi. Vous savez, ce genre d'acte de lucidité qui change une vie. Cette décision qui confirme que choisir, c'est toujours renoncer, mais que c'est aussi parfois profondément se retrouver. Aujourd'hui, c'est de lucidité et de courage que je vous propose de parler. Le courage de rompre avec une trajectoire toute tracée pour retrouver une forme de cohérence. Le choix de tourner le dos au confort d'une multinationale pour vivre quelque chose de plus grand et de plus vrai. Mais aussi de résilience, celle qui permet de tomber sans se trahir, de rebondir sans renier ses principes, de reconstruire autrement, mais en restant fidèle à ce que l'on veut profondément incarner. On parlera aussi de connaissance de soi. Et enfin, cela ne vous étonnera pas, si vous êtes un fidèle de ce podcast Chiche, on parlera de leadership et de réussite, au-delà des titres et des chiffres. Tous ces sujets, Christophe Holnet les connaît bien, car il les a vécus. Il en parle dans un livre qui s'appelle « Le jour où j'ai quitté Bill Gates » et il a accepté mon invitation pour échanger ensemble aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Merci de partager ce moment avec nous sur Chiche. Il y a de nombreuses années, tu as fait un choix qui n'est pas commun parmi les dirigeants qui atteignent des postes prestigieux, et depuis, tu as mené plusieurs vies. Alors juste avant que tu te présentes, pour nos auditeurs, j'ai 2 petites questions rapides pour toi. D'abord, comment vas-tu ? Et ensuite, pourquoi as-tu choisi des années et même des vies après de partager ton expérience dans ce livre ? Eh bien, tout d'abord, merci Marc de me recevoir. Je suis très heureux d'être sur ce podcast Chiche. Tu me demandais comment j'allais. Je vais très bien parce que je suis dans le lancement de ce livre qui marche bien. Mais surtout, au-delà des volumes de vente, c'est surtout les témoignages réguliers que je reçois qui sont au quotidien très gratifiants et une grande source de motivation. Ce livre, je l'ai fait parce que j'ai mesuré à quel point j'étais mal préparé au monde en dehors de l'entreprise, de la grande entreprise. Et j'ai observé aussi autour de moi, dans mes différentes vies, on y reviendra, à quel point cette impréparation, elle était généralisée. Et à un moment où les carrières sont plus fragmentées, où la retraite est plus lointaine et hypothétique et où on vit, et tant mieux, en bonne santé beaucoup plus longtemps, eh bien, tout un chacun ou chacune aura à un moment donné à se réinventer. C'est la tradition dans tous les épisodes Chiche, c'est l'invité qui se présente lui-même en 1 minute. Alors si tu peux rapidement nous retracer ton parcours, et puis si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup que tu nous rappelles aussi un peu l'ambiance dans ces années 90 d'une entreprise comme Microsoft en pleine expansion, et de ce que ça dit de la posture du dirigeant, du leader ou du VP dans ton contexte, toi qui travaillais proche de Steve Ballmer et de la tête de Microsoft. Oui, alors
Moi, j'ai plusieurs décennies d'expérience. J'ai passé la moitié de ma carrière chez Microsoft. J'ai eu la chance d'y rentrer tôt, à un moment où c'était une sorte de start-up scale-up et finalement de participer à une aventure et une croissance forte qui m'a donné beaucoup d'opportunités en France, à l'international, et puis de diriger Microsoft en France. J'ai décidé, après 17 ans, de quitter Microsoft et de rejoindre le groupe Altran parce que j'avais envie d'être finalement d'avoir les mains sur les commandes, d'être CEO d'une entreprise, une aventure qui ne s'est pas du tout déroulée comme prévu et qui fait que j'ai dû quitter au bout de 18 mois et c'est là où j'ai mesuré à quel point j'étais mal préparé au monde en dehors du cocon de la grande entreprise, si je puis dire, et que finalement j'étais face aussi à une vraie interrogation personnelle et à répondre à la question la plus difficile à laquelle j'avais à répondre, qui est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc j'ai fait tout un ensemble de choses, un certain nombre d'erreurs. Et après ce parcours, depuis 5-6 ans, j'ai décidé de passer, de sortir du côté opérationnel, mais de me mettre plutôt en deuxième ligne par rapport à des projets entrepreneuriaux, à la fois avec un fonds d'investissement qui s'appelle Seven2, le nouveau nom d'Apax Partners, et puis à titre personnel, je m'investis en tant que business angel sur un certain nombre de projets. Bravo pour ton parcours. On est dans les années 90, 2000, on est à la tête de Microsoft, on est, alors c'est plus une start-up, mais c'est pas encore le groupe aujourd'hui, on est à une époque où le leadership avait, on va dire, des aspects, des postures un peu différentes. C'était quoi alors être SVP? Comment Sky is the limit, c'était quelque chose qu'on évoquait beaucoup, mais alors la posture, c'était quoi? Tu peux nous en parler? Faut savoir que quand j'ai dit à mes parents en fin 87 que j'allais rentrer chez Microsoft, ils m'ont demandé de répéter 3 fois le nom. C'était assez inconnu. Bien sûr, parce que le micro-ordinateur, c'était pas répandu. C'était l'époque du flamboyant du Minitel. Mais ce qui m'avait vraiment intéressé, et je veux dire vraiment la différenciation par rapport à tous les entretiens que j'avais, c'était cet enthousiasme que je sentais chez les personnes que je rencontrais, ce sens collectif d'une mission. Bill Gates avait décrit comme mission de l'entreprise un ordinateur dans chaque foyer, un ordinateur sur chaque bureau. Ça paraissait très, très visionnaire à l'époque. Et donc, cette mission, elle habitait vraiment tous les collaborateurs et il y avait vraiment un sentiment d'appartenance très fort, un sentiment d'objectif collectif, de contribution. On comptait pas nos heures. On avait tous entre 25 et 35 ans. C'était une époque assez formidable. Et donc, l'entreprise, elle a grandi, elle s'est structurée et donc moi finalement on m'a confié des missions qui étaient certainement plus difficiles que ce que je pouvais faire, mais je relevais les défis et je recrutais des personnes dont j'apprenais beaucoup. Quand j'ai créé l'équipe Grand Compte, j'avais jamais rencontré un directeur informatique de ma vie et j'ai recruté des ingénieurs commerciaux qui faisaient ça toujours et donc c'était une énorme pression que ça me mettait sur ma capacité à les manager, mais aussi j'apprenais énormément de mes collaborateurs. Donc ce que je retiens de cette période, c'est l'exigence qu'on avait sur le recrutement et le fait qu'on apprenait tous, notamment de nos collaborateurs. Et alors quand je t'entends, il y a toute cette passion, il y a toute cette engouement, ce dynamisme des années formidables, que tu as conservé encore, ça se voit en te parlant et en t'écoutant. Et alors donc, apprendre, progresser, exigence, nouveau métier, challenge, enfin voilà, tous ces mots-là qui me viennent à l'esprit quand je t'entends. Et puis à un moment, non, c'est fini, j'y réfléchis, je m'y retrouve plus et je m'en vais. C'est de ce moment-là, si tu veux bien, que j'aimerais parler et qu'on va creuser parce que en termes de choix, de décision, d'intention, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est difficile pour moi d'identifier un moment très identifié où j'ai pris la décision. C'est plus un glissement progressif. J'étais à la tête de Microsoft en France, c'était pour moi le meilleur job qui existait pour un Français. Je me sens un homme de terrain, je me voyais pas dans des quartiers généraux ou des headquarters que je considérais un peu bureaucrate. Et donc en tant qu'homme de terrain, c'était vraiment pour moi le job le plus abouti. Et petit à petit, j'ai réalisé que ce qui me motivait, c'était vraiment de diriger une aventure collective et que j'avais envie d'aller un cran plus loin, d'être plus finalement capitaine d'un plus petit bateau plutôt qu'officier d'un grand navire, si je puis dire. S'il n'y a pas de moment précis, ce glissement, en fait, au-delà des faits visibles, au-delà peut-être de l'impatience, de ces questions, du fait que tu te retrouvais pas forcément dans tes missions tous les jours,
En fait, ma question, c'est finalement la genèse intime de ton choix. C'était quoi ? La genèse intime, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que finalement, de façon un peu paradoxale, avec la globalisation, les multinationales, en fait, elles se sont énormément, et avec l'IT, elles se sont énormément centralisées. Et donc, la capacité d'autonomie et d'adaptation locale était de plus en plus limitée. Donc, même si j'étais quand même à un poste de responsabilité, malgré tout, je sentais quand même un poids plus fort de cette centralisation et un peu moins d'autonomie que ce que j'aurais pu avoir. Et né petit à petit en moi l'ambition de me dire, j'ai envie d'être CEO d'une entreprise. Je regardais autour de moi les dirigeants et je trouvais que le fait de pouvoir avoir finalement vraiment les mains sur les commandes et d'être à la barre du bateau était vraiment un projet qui me motivait beaucoup. Et donc, j'ai formulé ce projet-là. Est arrivée une opportunité finalement très alléchante sur le papier d'une entreprise en retournement que je devais achever et parachever et relancer avec le fondateur en place. Et donc, j'ai pris la bonne décision, mais j'ai fait un mauvais choix en rejoignant la direction générale du groupe Altran. On entend, il y a l'ambition de réussir qui fait partie de ton choix, mais en fait, des dirigeants qui ont une grosse ambition, mais qui font pas ce choix, il y en a beaucoup. Donc en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est finalement, à ce moment-là, est-ce que tu avais plus peur de rester ou de partir ? J'ai une valeur qui est l'impact. Okay. La valeur ajoutée que j'apporte, l'impact positif sur les équipes. C'est plutôt dans ce sens-là, y compris sur la société, mais l'impact. Et la question que je me posais, c'était de me dire, finalement, tu réussis, mais finalement, quelle est la part qui est liée au logo que tu as sur sa carte de visite ? Et j'ai toujours gardé une hygiène mentale. Je ne me suis jamais confondu, je ne me suis jamais pris pour Bill Gates en France parce que j'étais patron de Microsoft. Je mesurais bien qu'une grande partie des avantages, des privilèges, des réceptions auxquelles j'étais invité, etc., étaient liés à ma fonction et pas à ma personne. Donc j'ai toujours bien distingué les deux, ce qui est une hygiène absolument et ce qui n'est pas le cas de tout le monde, fondamentale, qui crée de gros problèmes si on n'a pas bien ça. Sûr. Donc ça m'a beaucoup servi. Mais cette réflexion-là, elle a aussi contribué à me dire, mais non, moi j'ai envie de mesurer l'impact de mes décisions. Je me disais, demain on me remplace à la tête de Microsoft, ça va continuer à aussi bien fonctionner. J'avais envie de prendre des décisions, d'avoir l'impact positif, négatif, et pour moi c'est un élément important de ce que je considérais comme la réussite. Ce qui est très intéressant quand je t'écoute, c'est qu'il y a à la fois ce côté réussir, impact, et puis à la fois ce côté connaissance de soi, même humilité, de reconnaître que finalement, au-delà d'une carte de visite, notre impact, il est aussi, il doit rester à sa hauteur. Même si ce que tu dis semble dire que c'était assez clair pour toi, mais est-ce qu'il y avait des émotions, des ressentiments avant de se lancer ? Bien sûr. Bien sûr, il y a des injonctions contradictoires. Il y avait d'abord une incompréhension. À part ma proche famille, il y avait une incompréhension de quitter une boîte comme Microsoft. Donc, effectivement, on me renvoyait un retour en me disant mais qu'est-ce que tu fais ? Donc, je veux dire, on n'est pas insensible à tout feedback. Donc, bien sûr que je me posais un certain nombre de questions. Quand vous avez Steve Ballmer qui demande à vous parler personnellement et qui vous appelle et que vous devez lui dire non, je peux vous dire qu'on prend un grand bol de respiration pour bien affirmer et de façon extrêmement forte sa conviction. Tu nous parles aussi de tes doutes, de tes tiraillements, mais aussi de ton enthousiasme, et puis aussi de tes erreurs. Hein. Tu le disais, oui. Que ton étape suivante, elle n'a pas été celle dont tu avais rêvé. Et ça, justement, j'ai l'impression aussi que ce que tu nous dis, c'est que accepter cette incertitude, c'est aussi une matière première de l'ambition ou de l'évolution. Comment tu te lances par rapport à quelque chose qui est pas encore écrit ? Être dans l'incertitude, c'est le propre de tout projet entrepreneurial ou de toute transition finalement, parce que on sait ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Altran. Alors,
objectivement, j'ai probablement sous-estimé, justement, alors que je voulais le faire, mais j'avais pas forcément... Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, pour bien expliquer comment se préparer à des pas vers le monde plus entrepreneurial ou de direction d'entreprise. J'avais mal mesuré la différence qui était entre être directeur général, même de la filiale la plus grande, même de l'entreprise la plus connue au monde, que d'être CEO de sa propre entreprise. Je n'avais pas forcément mesuré aussi, finalement, la relation à la prise de décision. Quand vous êtes officier d'un très grand navire, comme je le dis, vous avez une décision à prendre, vous faites un business case, vous faites une étude de cas, vous envoyez ça, et puis le cloud vous recrache une décision, si je puis dire. Bon, vous y prenez part, mais elle est partagée, vous avez le support de la corporation. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, et moi je me suis retrouvé tout seul, puisque finalement, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu faire la transition avec le fondateur et que je me suis retrouvé seul à la tête de l'entreprise. Donc évidemment, rien ne s'est déroulé comme prévu 3 semaines après être arrivé. Mais on est seul dans son bureau, à la tête d'une entreprise d'1,5 milliard et de 15 000 personnes, et il faut prendre des décisions de réorganisation, d'embauche, de pas embauche, d'accepter tel ou tel contrat. Et en fait, on mesure ce qu'est la solitude par rapport à la prise de décision du dirigeant. C'est des choses que je n'avais pas forcément assez anticipées. Alors tu dis anticiper, on parle depuis un petit moment aussi de finalement ce que tu ressentais, de cette connaissance de soi que nous, en accompagnement de coaching, on aide à se développer. Et tu révèles que finalement, il y a des aspects que tu as découverts en te jetant. Ce départ et cette expérience Altran, en fait, qu'est-ce que ça a révélé sur toi-même que tu ignorais jusqu'alors ? C'est intéressant parce que sur le leadership... moi, Microsoft est très marqué, enfin, les équipes commerciales, par le leadership de Steve Ballmer. Par le leadership de Steve Ballmer, vous voyez les vidéos, saute sur scène, quelqu'un de massif, qui a une grosse voix. Et je voyais de temps en temps des managers qui faisaient du Steve Ballmer, donc ça tombait quand t'es de la plaque. Et moi, j'ai pas eu tout ce style-là, mais je me disais, est-ce que je peux être vraiment un leader ? J'avais des questions. Jusqu'à ce que je fasse Parfois, il y a des coachings qui sont... J'ai fait plein de formations qui m'ont servi à rien. Et celle-là, elle a été transformante. J'ai fait un séminaire avec un coach qui s'appelle Stan Slapp, un Américain, et qui en fait nous a fait faire un exercice extrêmement basique, qui est d'essayer d'aller chercher nos valeurs à nous, mais avec toute une démarche qui était difficile, très introspective, pendant 3 jours. Ouais. Et en fait, ça m'a permis de sortir un certain nombre de valeurs que j'avais identifiées. Donc, je vais parler de l'impact, du facteur humain, de l'humilité. Et ce que j'ai finalement découvert comme valeur supplémentaire que je n'avais pas forcément identifiée, c'est le goût de la liberté. Et en fait, quand à la fois, j'étais un peu groggy après Altran, je me posais un certain nombre de questions et je voyais que je n'étais pas du tout préparé parce que j'avais du mal à définir un projet. Mais je goûtais cette liberté de me dire, voilà, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je n'avais pas encore formulé ça comme l'ikigai, mais c'est finalement ce que j'ai fait sans le savoir dans cette démarche qui a duré pratiquement 2 ans après avoir quitté Altran, où j'ai un peu erré en faisant des choses différentes jusqu'à trouver ce qui correspondait à un projet pour lequel... qui correspond à des qualités que j'ai, des qualités que j'ai, des choses que j'aime faire, des choses que je peux monétiser, des choses qui ont un impact positif et qui, à ce moment-là, pour moi, s'est retrouvé dans un projet de direction d'une PME que j'ai internationalisé. Et cette découverte que ce chemin t'a amené à faire sur toi-même, et tu parlais aussi de la liberté, on l'avait senti un peu quand on décelait en toi l'entrepreneur, l'autonomie, c'était déjà des mots que tu avais mentionnés. C'est ça finalement le moteur qui t'a le plus servi ? Ce qui m'a peut-être le plus servi quand même, je dirais, c'est le fait d'être capable de ne pas... je parle de la notion d'ex et de néo dans le livre aussi, en disant quand il nous arrive quelque chose comme ça, on peut se retourner sur sa gloire passée et finalement
ne pas avoir l'humilité de se montrer ouvert, de regarder un certain nombre d'opportunités, d'être vraiment dans un mode d'ouverture par rapport aux opportunités qui se présentent et de ne pas rester, de ne pas porter, entre guillemets, sa gloire passée, ses titres passés comme un fardeau. Et donc, sinon, parce que vous devenez un ex et puis après, vous devenez un has-been. Et donc, moi, je dis non, il ne faut pas être un ex, il faut être un néo. C'est-à-dire qu'il faut aborder les choses avec appétit, avec ouverture. Je pense que c'est ça qui m'a le plus servi, c'est de ne pas d'être capable de me débarrasser du logo et qui ne soit pas un carcan finalement dans lequel je n'aurais pas pu duquel je n'aurais pas pu sortir. Donc ça, je pense que c'est ça qui m'a le plus servi pour trouver en moi l'énergie de me redéfinir un projet, parce que j'aurais très bien pu à ce moment-là me dire j'ai fait une grosse connerie en quittant, je suis vraiment le roi des imbéciles, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû faire, et à ce moment-là on peut sombrer dans la dépression, et donc je crois que c'est plus cette ouverture et le fait de trouver une énergie vitale en soi pour se redéfinir un projet. J'aime bien quand tu dis ne pas rester un ex, parce qu'en fait on le voit souvent, et encore une fois dans les accompagnements ou dans ce qu'on peut lire ou dans les personnes qu'on peut rencontrer. D'ailleurs en France, probablement encore un peu plus qu'aux US ou dans les environnements anglo-saxons. En France, parfois, c'est le diplôme. Voilà, je vais à des dîners où les gens se définissent par leur diplôme ou leur rang de sortie à l'ENA, alors qu'ils ont 60 ans. On a envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 40 ans ? Donc c'est pour ça que j'aime bien quitter cette position d'ex et puis d'aller vers le néo. Et donc, il y a le moment de la décision, on en a parlé, il y a le moment où ça y est, c'est fait, tu appelles Steve Ballmer, vous avez cette discussion, il te souhaite bonne chance, et puis il y a le moment où il faut rebondir. Et alors, justement, pour pas rester un ex, pour rebondir sur cet élan, comment tu redéfinis finalement ton rapport à la réussite ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que pour moi, autrefois, finalement, la réussite... Voilà, quand on revient sur les années 80-90, c'était le triptyque argent, pouvoir, visibilité. Je pense qu'il y a ces éléments-là, mais ils sont beaucoup plus redéfinis en termes de sens et d'impact. Et pour moi, c'est beaucoup plus important. C'est vraiment de me dire, bon, pour moi en tout cas, la réussite, c'est d'avoir un impact positif, à la fois sur les personnes avec qui je travaille, sur les projets que j'accompagne et sur la société. Un rapport à la réussite que tu avais probablement revisité ou fait tien sur ces valeurs, sur ce qui était important. Il y avait un choix qui était individuel, solitaire, porté par tes valeurs. Mais après, dans ton rebond, Altran, la mairie de Neuilly, oui, et puis plein d'autres super aventures qu'on découvre dans ton livre, hein, qui sont très variées et très inattendues. J'imagine aussi que l'altérité, en fait, là, c'est des rencontres, c'est l'autre. Donc, au-delà de tes valeurs, toi, comment tu t'es laissé finalement l'opportunité de suivre les rencontres et d'accepter ce qui advenait ? Oui, je pense que, voilà, on disait tout à l'heure comment aborder cette en tant que néo et pas en tant que ex. Je crois que c'est un terme qui s'appelle la sérendipité, et c'est de se dire finalement dans chaque rencontre, il y a, ça peut paraître une banalité, mais c'est quand même le cas. Combien d'événements je suis allé en me disant pourquoi j'y vais, je ne sais pas trop, où je vais à telle rencontre, et puis finalement de là naît une opportunité. Si on écoute l'autre, il y a des rebonds possibles. On se dit mais tiens, il va me permettre, il m'a donné une bonne idée, ou je vais lui rendre un service. Je ne suis pas dans la transaction, mais je sais que je cultive un réseau. Et puis de ça naît une autre opportunité par rebond. Toutes les aventures que j'ai pu vivre, ça, en fait, ça, je me suis pas levé le matin en me disant je vais être patron de NetGem ou je vais être premier adjoint à la mairie de Neuilly. C'est juste que des rencontres, des motivations naissent des projets. Donc il faut absolument être dans une démarche d'ouverture pour pouvoir capter
ces opportunités-là. Si on est fermé en disant, voilà, j'ai été directeur général, je veux absolument être directeur général et je ne considère que toute autre chose n'est pas de mon niveau et je refuse de rencontrer qui que ce soit, on est assez mal parti. Ce qui est intéressant, c'est que l'aventure de la mairie de Neuilly, où finalement je rencontre Jean-Christophe Fromentin et je décide, parce que j'avais un peu de temps à ce moment-là, je lui dis je veux bien diriger la campagne. Je dirais que ça m'amuse, si je puis dire, ou ça m'intéressait, parce qu'à la fois il y avait un projet et puis je croyais dans la personne, mais on avait c'était quasiment zéro chance en partant contre le porte-parole du président de la République à Neuilly, Nicolas Sarkozy. Voilà, moi je me disais on fera 10-15% des voix et on a réussi un truc absolument incroyable aussi par la force du collectif, la motivation. Le sourire que les gens avaient quand ils allaient tracter. Quand vous dites, quand les personnes vont à 7h30 le matin donner des tracts aux bouches de métro, ils ne sont pas rémunérés pour ça. Vous n'allez pas leur donner l'ordre de le faire. Donc il faut créer un leadership, un projet collectif qui fait qu'ils se mettent en mouvement. Et de ce point de vue, ça a été une expérience vraiment très réoxygénante et redynamisante pour moi, parce que ça m'a aussi démontré que ce leadership collectif, contagieux, leadership contagieux, c'est un bon terme, finalement marche, fonctionne. Et ça, il me semble à la fois remarquable et vraiment très intéressant dans la discussion qu'on a, le gap ou le fossé entre je dirige Microsoft, je saute dans un avion, je voyage probablement en première ou en business et dès qu'il faut, je vais à Redmond pour une réunion stratégique. J'ai des milliers de personnes. Et puis en fait, finalement, parce que j'ai décidé que ça me convenait plus, parce que j'ai laissé finalement les opportunités faire leur boulot, parce que j'ai aussi eu cette capacité à ne pas rester un ex, parce que j'ai finalement eu cette ouverture d'accueillir ce qui advenait, je me retrouve à distribuer des tracts à la sortie du métro Pont de Neuilly, quoi. Exactement. Mais ça, en fait, tu en parles aussi dans ta démarche ou dans ton livre, c'est que tu parles aussi de la reconversion. Et tu disais, effectivement, on n'est pas prêt. Toi, tu n'étais pas prêt, tu l'as vécu, tu as suivi. Est-ce que finalement, par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on se dit, est-ce que la reconversion, elle part d'abord d'un alignement, alors sur son ikigai ou sur ses valeurs? Est-ce que c'est ça qui permet de tenir, qui permet d'ouvrir des voies et qui permet justement d'assumer et de bien vivre ces moments incertains? Oui, absolument. Dans un contexte de reconversion, ce qu'il faut, c'est effectivement essayer de trouver cet alignement. Après, il faut aussi être pragmatique. Comme j'avais ce temps-là, j'avais aussi cette exigence de réflexion. Et c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est de faire cet exercice en amont. Quand on est pris dans la logique des grandes boîtes, c'est une logique un peu... c'est pour ça qu'on parle souvent d'école dans les grandes boîtes. C'est une logique de bon élève. Je monte les barreaux de l'échelle les uns après les autres. Moi, quand j'étais gamin, j'avais de bonnes notes, ma mère me récompensait. Là, c'est la même chose. J'atteins un objectif, on me donne une augmentation, on me fait passer au barreau de l'échelle suivant. Et on est dans cette mécanique-là. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette démarche-là, quand on la part de zéro, elle prend du temps et qu'il faut mieux l'anticiper avec une réflexion amont parce que de toute façon, tôt ou tard, il faudra faire autre chose. Et donc, réfléchir, il faut retrouver du désir. C'est le désir qui met en mouvement. Et donc, pour retrouver ce désir-là, il faut retrouver qu'est-ce qui va finalement aligner mes valeurs personnelles, mes envies, ma capacité à le monétiser, à avoir un impact positif. On peut appeler ça ikigai ou autre chose, mais c'est ça qu'il faut arriver à définir. Dans ton livre, il y a toute une partie justement sur comment on prépare ça, comment on tire les leçons de là où tu n'étais probablement pas assez préparé et les conseils que tu peux donner. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que oui, tu avais du temps, oui, tu avais probablement financièrement aussi un peu les moyens de voir venir, mais en tout cas, le point de départ, c'est le mot désir que tu mentionnes. Et aujourd'hui, bien des années après, bien des aventures passionnantes après, vient, j'ai l'impression, le temps de la transmission.
partager ton expérience et des pistes à tous ceux qui sont peut-être sur le point de prendre de grandes décisions et de se lancer dans une reconversion. Et aussi, à la lumière de tout ce que tu as vécu ensuite, tu proposes un nouveau modèle d'organisation, celui que tu appelles l'entreprise respirante. Alors, entreprise respirante, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? En fait, la raison pour laquelle je cherche à définir un nouveau modèle d'entreprise, c'est que je pense qu'on atteint un certain nombre de limites dans le modèle fonctionnement. Pour faire ça, il faut définir de vraies organisations quasi militaires, vente, marketing, produits, et que ça déroule au niveau global avec finalement l'ACME serait quelqu'un dans un cockpit et qui surveille tout ça dans un quartier général. Donc il y a ce besoin d'excellence c'est ce que j'appelle la dictature de l'expérience. Expérience client, expérience employé, expérience collaborateur. Enfin voilà, on est vraiment dans le fait d'avoir un mode de fonctionnement très uniforme pour pouvoir avoir des effets d'échelle. Il y a ce besoin-là. Mais d'un autre côté, on voit très bien que ce besoin, il conduit à une déshumanisation de l'entreprise ou de gens qui disent, bon, finalement, à quoi bon tout ça ? J'ai peu d'impact. Ça peut être moi ou un autre. Et je pense qu'on peut essayer de définir un nouveau modèle, j'ai appelé ça entreprise respirante, qui consiste à dire, non, on définit un certain nombre de principes fondamentaux sur la mission de l'entreprise, on définit une culture d'entreprise, mais sur la façon de faire, on laisse un peu plus de marge de manœuvre. On laisse respirer. C'est-à-dire qu'on laisse respirer en interne, c'est-à-dire qu'on a une capacité à adapter le how, comment on fait les choses. On peut le faire, pourquoi ? Parce que justement, les technologies, elles permettent de tenter des choses et d'avoir un feedback en temps réel. On peut imaginer une entreprise un peu plus... avec un peu moins de bureaucratie, plus de respiration donnée aux collaborateurs sur le terrain, mais aussi de la respiration en étant ouverte vers le monde extérieur, en faisant en sorte que notamment les seniors, on leur donne l'opportunité peut-être de réfléchir à leur vie d'après. Et tout ça, je pense, peut définir un nouveau modèle d'entreprise que je vais essayer d'affiner avec le temps et qui nécessite un changement du paradigme RH. Tu parles de feedback, tu parles de délégation, tu parles d'ouverture, tu parles de laisser respirer. C'est vraiment des choses qui sont intrinsèques finalement au rôle de dirigeant ou au leadership. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est finalement, toi, tu apportes une brique technologique au service de ça, alors que le discours habituel, c'est probablement on les oppose, quoi. Oui. Et alors c'est probablement ton passé tech, Microsoft ou aujourd'hui, mais en tout cas c'est un peu la première fois que je l'entends que finalement, les amis, la technologie, elle va nous aider à aller vers ça. C'est le meilleur et la pire des choses, la technologie. Soit l'IA rend les entreprises, je dirais, encore plus des grosses machines et où finalement on va remplacer les personnes par des robots IA. Et finalement, on va aller vers ce monde un peu effrayant où on dit, non, finalement, la technologie peut être une façon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de réhumaniser l'entreprise. Et je pense que l'IA peut le permettre. Alors ça, c'est une idée que tu me donnes pour un prochain épisode, mais en tout cas, la technologie au service de la réhumanisation, c'est en tout cas une idée qui m'inspire aujourd'hui au moment où on parle. On arrive à la fin de notre conversation et traditionnellement, c'est le moment où je reprends notre conversation et j'essaie de reprendre ce que tu as partagé avec nous, mais avec mes mots. C'est une façon forcément subjective de reprendre ta pensée, telle que je l'ai reçue durant notre entretien. Mais c'est aussi ma façon de te restituer cet échange passionnant. Et en t'écoutant raconter ton parcours et partager tes réflexions, il y a 3 choses que je garde à l'esprit. D'abord, un leader, c'est pas celui qui tient coûte que coûte, mais c'est celui qui sait écouter ce qui en lui l'appelle au changement. Quitter Microsoft n'a pas été un échec, mais un acte de lucidité. Ce que je retiens, c'est que c'était un choix de fidélité à toi, plutôt qu'un système devenu trop étroit. Ensuite, notre échange me rappelle que la performance ne vaut que si elle ne coûte pas l'essentiel. Que si elle ne coûte pas l'intégrité, le sens, la vitalité.
c'est ce que tu nous montres quand tu as su rebondir, quand tu as dû changer tes critères de réussite, mais c'est aussi ce que tu nous dis quand tu nous proposes un modèle d'entreprise respirante. Tu nous dis que réussir, c'est pas aller loin à tout prix, c'est surtout avancer sans se trahir. Et ça suppose de savoir s'arrêter, se questionner, bifurquer, pas par faiblesse, mais par lucidité. Enfin, quand tu parles d'entreprise respirante, tu nous invites à imaginer des organisations qui créent de l'espace pour le doute, probablement, de l'espace pour la parole, de l'espace pour l'humain. En fait, à imaginer des entreprises qui vont vite, scalabilité, performance, ça fait partie, mais aussi qui savent probablement aussi ralentir pour mieux durer. Et cette transformation commence souvent par une simple question. Suis-je encore à la bonne place pour moi et pour les autres ? Alors, je terminerai en m'adressant à tous nos auditeurs. Et cette question, alors, on se la pose. Chiche ? Chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.